Vous avez utilisé les termes empathie, compassion. Pourrions-nous définir précisément de quoi on parle? Qu'est-ce que la compassion? Et qu'est-ce que l'empathie? Est-ce que c'est de la bonté? Bien sûr, l'empathie est quelque chose de beaucoup plus basique. L'empathie, c'est la capacité de comprendre la situation que vit quelqu'un d'autre et en être touché. Donc quand on sent, par exemple quand vous voyez votre ami souffrir, vous souffrez immédiatement avec cet ami. Vous-même, vous ne vivez pas le même problème, mais parce que votre ami souffre, vous souffrez avec lui et vous vous identifiez à lui. C'est ça l'empathie. Donc l'empathie veut dire qu'on peut souffrir avec quelqu'un. Et donc parfois on peut être bouleversé. Quand votre ami traverse une période difficile, vous aussi vous êtes bouleversé. Et donc vous êtes en résonance avec lui, comme un effet miroir. C'est cela, souffrir avec quelqu'un. Mais parfois l'empathie ne veut pas dire qu'on souffre avec quelqu'un, mais plutôt qu'on souffre pour quelqu'un. Vous pouvez voir quelqu'un qui vit une période très difficile, et vous ne vivez peut-être pas cette même situation. Vous n'en avez pas l'expérience, et donc ce n'est pas un point de référence pour vous. Mais vous souffrez pour cette personne parce qu'elle compte pour vous. Et cela, c'est de l'empathie. Donc l'empathie, c'est plutôt une réponse émotionnelle à une situation de souffrance que vous pouvez comprendre. C'est pour cela que ça demande de la compréhension. Et donc il y a deux éléments. Le premier est l'élément cognitif de compréhension de la situation. Et le deuxième est l'élément émotionnel de souffrance pour la personne. La compassion, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. La compassion implique l'élément cognitif, donc la compréhension de la situation, et l'élément émotionnel de souffrance pour la personne. La compassion comporte un élément supplémentaire, le fait de vouloir agir face à cette situation. Vous voulez voir le problème se résoudre. Donc la compassion est un état qui vous donne beaucoup plus de pouvoir d'action, car quand on est juste en empathie, notre regard se porte surtout sur le problème, sur la souffrance. En revanche, quand on est dans la compassion, on regarde aussi la solution. Donc la compassion a un élément émotionnel plus solide. Mais la compassion n'est pas en elle-même une émotion. C'est plus complexe. Et donc il y a trois choses qui se passent en nous quand on est dans la compassion. Et quant à la bonté, je dirais que c'est l'expression qui sort de la compassion. Les choses que l'on fait pour être bon, pour faire quelque chose. Donc l'empathie est plutôt une étape antérieure. La compassion est cette envie plus motivée de faire quelque chose. Et la bonté est l'expression qui en sort. Voilà les différences que je vois. Et l'empathie est quelque chose que nous pourrions attendre même des animaux. Par exemple, vous pouvez voir une magnifique vidéo de Frans de Waal où deux jeunes chimpanzés sont en train de se battre. Les mâles se battent souvent. Et l'un d'entre eux se fait rosser. Eh bien, on voit un autre chimpanzé, un ami du perdant, pas un parent de sang, juste un ami, venir lui faire un câlin pour le consoler. Alors là, on assiste à une démonstration éclatante d'empathie, parce que pour pouvoir consoler, on doit pouvoir comprendre la situation. On doit avoir le souci de l'autre. C'est puissant. Donc on voit ces choses même chez les animaux. Mais je dirais que la compassion est probablement quelque chose qui existe seulement chez des primates plus développés comme les êtres humains. Donc comment peut-on appliquer la compassion dans une société qui nous enseigne que nous devons être réalistes, que nous devons nous protéger, que nous devons penser à nous-mêmes d'abord? Souvent, être optimiste face à une situation est pris pour de la naïveté. Comment est-ce que vous répondez à ça? Ici, je pense qu'il y a peut-être un petit malentendu quant à ce que la compassion veut dire et ce qu'elle implique. Car parfois en Occident, ceci est peut-être lié à l'héritage chrétien, où Jésus-Christ est le puissant symbole de compassion, et où ce symbole incarne et représente un total sacrifice de soi. Les Occidentaux ont tendance à penser que quand on parle de compassion et d'altruisme, on parle d'oubli de soi, qu'il faut penser à l'autre avant tout. Et ceci est un petit malentendu, parce que ça présuppose une nette dichotomie entre l'intérêt de soi et l'intérêt de l'autre. Ici, il y aurait l'idée que pour être réellement dans la compassion, on ne devrait en tirer aucun bénéfice personnel. Or, ce n'est pas le cas. La véritable compassion veut dire aussi prendre soin de soi. En fait, pour parvenir, et c'est ce que la recherche montre maintenant, pour parvenir à être dans la compassion et tenir sur la durée, il faut avoir un fort sentiment de compassion pour soi.
C'est ce qu'on appelle l'autocompassion? Oui, l'autocompassion. Car sans autocompassion, on manque de réserve pour être dans la bonté envers les autres tous les jours. On peut le tenter, mais ça ne durera pas très longtemps. Donc, être dans la compassion ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de soi. En fait, je dirais même le contraire. Je dirais par exemple que ce ne serait pas compassionnel, pas un comportement de compassion pour une mère qui a de jeunes enfants à charge de ne pas prendre soin d'elle-même. Car si elle ne prend pas soin d'elle-même, elle met en danger le bien-être des jeunes enfants qui dépendent d'elle. Et donc, si quelqu'un comme cette mère veut vraiment être dans la compassion, elle doit prendre soin d'elle-même. Elle doit s'assurer qu'elle se montre de la bonté, etc. Et ceci vaut pour les personnes qui travaillent en première ligne dans les métiers de santé, comme les infirmières qui travaillent dans les unités de soins intensifs, les médecins. Plus ils sont capables de prendre en compte leurs propres besoins et faire montre de stabilité, plus ils sont capables de montrer de la compassion, d'être là pour les autres. Donc cette idée que pour être réellement dans la compassion, il faudrait ignorer ses propres besoins et se sacrifier, est en partie un malentendu culturel. J'ai lu quelque chose dans votre livre. Je voudrais le lire maintenant. Ça ne vous dérange pas? C'est vraiment quelque chose qui m'a époustouflé quand je l'ai lu. Je vais le lire en français, puis je vous le dirai. Vous mentionnez les nouvelles qui montrent qu'il y a beaucoup de violence à la télé, ce genre de choses. Et vous dites, en citant Fred Roger, voilà, Roger. Alors, cet homme, en parlant des informations qui sont toujours extrêmement négatives à la télévision, suggère à la personne qui lui parle de ça, en lui disant « Quand j'étais petit et que je voyais des choses effrayantes aux informations, ma mère me disait « Cherche ceux qui aident ». Cette phrase « Cherche ceux qui aident », cette phrase m'a vraiment époustouflé, parce qu'on est tellement submergé de mauvaises nouvelles, tremblements de terre, des attaques terroristes. Cette phrase « cherche ceux qui aident ». Ceux qui aident, oui. Oui, je pense que c'est en fait quelque chose dont nous devons absolument nous souvenir. Et j'ai aussi été très frappé la première fois que je l'ai lu. D'un côté, c'est compréhensible, car nous sommes, vous savez, nous aimons penser que les êtres humains sont une espèce très sophistiquée, très cultivée, que nous sommes très rationnels, etc. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi des êtres évolutionnaires, et ce qui capte le plus notre attention, c'est le danger, la menace à notre survie. Car enfin, si par exemple on a déjà marché sur un petit pont en suspension, au-dessus d'un très grand vide avec des eaux dangereuses en dessous, il faut voir la clarté de notre attention et de notre vigilance. Car on est terrifié. Donc je pense que ce n'est pas surprenant que les mauvaises nouvelles et le danger captent notre attention. C'est plutôt attendu. Car l'instinct de survie est l'un de nos instincts les plus puissants. Donc tout ce qui porte atteinte à cela va bien sûr capter notre attention. Mais le problème est que de nos jours, la plupart des choses qui nous heurtent nous sont montrées à la télévision. Elles ne se passent pas dans notre quotidien. Au quotidien, la plupart d'entre nous, surtout dans les pays riches, avons surtout des difficultés avec le stress quotidien, avec la tension, avec la peur de ne pas terminer notre tâche à la date limite, avec la difficulté de devoir jongler avec tellement de choses en même temps. La plupart des choses qui nous menacent ne sont pas de nature à mettre en péril notre survie. Mais quand on voit de telles choses à la télévision, il est sûr que cette ancienne partie de notre cerveau s'active. Et on a tendance à seulement voir ce qu'il y a de négatif. Donc je pense que la suggestion de Fred Rogers, qui en fait vient de sa grand-mère, est très importante, car on l'oublie. Et en fait, c'est souvent en période de grande crise que les gens montrent ce qu'ils ont de plus humain en eux.